Et on va démarrer sans plus attendre avec le thème 3, qui sont les enjeux et perspectives liés aux infrastructures et à l'accès à la gestion et la conservation des données génétiques dédiées à l'identification de la biodiversité. Et je suis très très heureux de pouvoir appeler en première personne Sujeevan Ratnasingham. Et vu que la présentation va être en anglais, je vais switcher en anglais. And Sujeevan, thank you for being here. So you're coming from Guelph, Canada, and you will talk to us about Cyberinfrastructure for global biodiversity monitoring through DNA barcoding. So thank you again, and the stage is yours. And thank you, Rodolphe, for the invitation. It's a real pleasure to be here. I'll start off with an apology. I'm one of the only two speakers not speaking in French. I'm the only Canadian here who does not speak French, which is a bit embarrassing, but hopefully that'll allow me to escape the signs, which I think fin is in French, which I can claim not to be able to read. So I will try and manage my tempo just in case anyone wants to follow along, but certainly signal if I'm moving too quickly. I wanted to start off with, my eyes are not as good as they used to be, just with a point about eyeball. Adriana talked about eyeball, the consortium, but eyeball also operates a global research program of 3 stages. The first was Barcode 500K, which really was meant to prove out barcoding, on that it worked across the globe, across a range of taxa. And we're now in the midst of the second phase of eyeball's research program, which is Bioscan. And I look at Bioscan as truly a preparation for the final stage, which is the planetary biodiversity mission, the use of DNA to support large-scale monitoring of change in the ecosystem in conjunction with other monitoring technologies. The Bioscan project, as you saw, is based on 3 different themes: species registration, which is traditional barcoding. New edition is looking at interactions in species as detected by the DNA that we can extract from individual specimens, because DNA is hard to destroy. It sticks to things, and so I'm sure we can tell from your hands, swabbing your hands, what you had at lunch today, because you're tracking around that DNA. And the last is starting to establish some biodiversity baselines on standard DNA profiles of locations. To bring it back to where we are, Europe is well known for some incredible natural history collections, and so just a perspective on the work thus far, about 1.6 million barcodes have been generated from across Europe. France is in a close 3rd position, and so hopefully with just this one trip to French Guiana, the delegation that's leaving on Monday may edge France above a couple of the other countries. Germany is the one to beat, so you can set your sights there. I think theme 1 is fairly straightforward. There's a long history of building good collections and good process and building reference libraries here. Theme 2 is a bit new and challenging, and we're just figuring it out ourselves. The strategy is to use multiple primers on individual specimens with different primers targeting different taxa, RBCL, MATK, ITS for plants, 18S as a broad scan, and also looking at endosymbionts. We know that there's useful information in the endosymbionts. And so hopefully we create this constellation with every single specimen of these linkages. And the reason we're doing this is because most of the taxa we encounter are dark. So we can only put them to a bin in a higher level taxonomic rank. And being able to use this information to infer its niche, its role in an ecosystem, ends up adding useful information and moving us closer to automated description
of the dark taxa. A really good example is what we've seen purely as bycatch using Cohen primers. So our malaise trap collection program pulls up all sorts of insects, and what we noticed was that in some cases we would get a nematode sequence instead of the insect sequence, and so for quite some time we saw this as non-target. It's not what we were looking for. But then when we looked closely at the organisms, and you can see one fellow over here that's just rife with these nematodes, must have been incredibly, if the insects can feel pain, that looks very painful to have such an intense infection of nematodes. But as we started digging through the images and the specimens and the sequences, we found 33,000 cases of nematode infection so far, and a large number of different nematode taxa. So this has a great deal of utility, potentially looking for biocontrol, looking at nematode diversity on its face, because nematodes are hard to locate and add to collections. But the real opportunity is using existing known organisms as collectors for us. So a great example is with Bombus vagans, a North American honeybee. It's possible to go and identify, based on the pollen that's on the outside of the bee, through washing of the pollen off of it, what plants it's pollinating, what flowers it's been visiting, as well as the yeast that it's come into contact with, including cases of blossom blight yeast. So this starts to become a multi-dimensional approach to looking at what's going on in the ecosystem. So that's theme 2. Theme 3 is using standardized collection methods, passive sample collectors, malaise traps, to start to build a global profile, something akin to a weather monitoring system. We can tell temperature around the world. Being able to look at composition across the globe starts to create a biolayer that's missing from many of our GIS systems and GIS databases. So where do we start? We looked at established circumscription of land. Ecoregions turned out to be a really good solution. So with this theme, the goal is to establish standard sites across 50% of those ecoregions. 2,000 sites, 100,000 individual samples that get metabarcoded. And it seems somewhat narrow to use just one sampling method when we go around the world and work with lots of collaborators to collect these samples. But we had to make some hard decisions very early on. The nice thing about malaise traps are they're standardized. They're not expensive to produce, easy to deploy, and easy to collect from. And insects are a highly diverse set of taxa. Now, insects don't play a major role in the development of indicators except in aquatic ecosystems. Part of that is because there's a great deal of variation when you go and sample insects in a given location. But you can also look at it the other way around. Insect communities are highly sensitive to changes in the environment. They are early indicators. If we see a decline in insectivorous birds, it's already too late for intervention. But when we see a decline, very much like the famous German study over 25 years, using the same collection method in the biomass decline, that was a really big wake-up call. And so using this approach could be very useful. But obviously, we need to collect a lot of data before we can build models and start looking at developing indicators off of that. Now, these are very ambitious goals, even within Bioscan. They're even more ambitious with the goal of developing a planetary biomonitoring framework. And so the first thing that's required to make this happen is a lot of capacity around the world. I think everyone's seen this slide before. We have core facilities that have popped up,
Guelph is one. The Sanger Institute just set one up, and we've been working with them. Naturalis is in the midst of launching their core facility, but it became abundantly clear for a range of reasons that this was not going to be done by a collection of core facilities. There are new challenges in moving samples across borders, lack of capacity building around the world, especially in the global south. And so we've proposed a multi-level strategy with nodes at various ranks, allowing for everyone to participate in building capacity while doing this work. And this is not our strategy. It's a strategy that was proved out with COVID-19 response. Interestingly, most of the COVID-19 genomes were generated in Oxford Nanopore, and it made it really easy for people around the world to deploy this capacity. So ideally, this framework could be used for pandemic response as well as a range of other diagnostic tests that are needed everywhere. Okay, so I've talked about our goals. I've talked about the capacity that we need to build. The one thing that's close to my heart is cyber infrastructure, and the cyber infrastructure that'll support these ambitions. And we have two platforms to begin with, but there's still a lot of work to do. I'm pleased to say that BOLD, the first platform on there, hit 20 years this year. It was first created in 2004, just as a one-off solution to a problem, but like many things in science, when you've got a good solution, it builds and people contribute to it. And today, there are over 36,000 registered users, and it hosts over 1.26 million species. And new data types start getting, dumped in. Interestingly, BOLD holds one of the largest and most diverse image libraries especially for insects that's available today. Over 10 million specimen images, and we get hit hard with data requests. 48 terabytes of data gets downloaded from BOLD each year from 1.4 million IP addresses. So if you're feeling that the system is slow, you know why, and that's after some throttling that needs to be put in place. The library is growing. Currently 19.5 million barcode records and a lot of species. And as you can see, the number of records are growing quadratically, as they should, and the number of species are falling, primarily with insects based on bins. So a lot of this is dark taxa, which requires taxonomic expertise to annotate and curate. But unfortunately, the plants and fungal sections of the database have not grown as fast as the insects. So there's a great opportunity there to fill some of those gaps. The composition of the database is a beautiful Sankey diagram generated by the next speaker, looking at how BOLD has changed over the last 10 years. And there's clearly a lot of bias in the database. Initially, it was, a large chunk of it was arthropods, but we had a lot of chordates and a lot of the other phyla. But BOLD has now become very heavily focused on insects. Arguably, 90% of BOLD is an insect database. Now, this makes sense because the majority of diversity on the planet comes from insects and other arthropods. And speaking with the folks at GBIF, this also adds novelty in this database because GBIF and most of the biodiversity data points on the planet are birds and mammals. So there's a nice gap that we're filling with this database, and I'm sure the trip to French Guiana will address some of those important taxa. So, as we moved into BOLD 5, version 4 was launched in 2015 and 16. So it's been some time since there have been any changes to BOLD. And we wanted to make sure that the challenges that were being faced were being addressed.
there was clearly a massive rise in computational load. Our servers were not keeping up. And I think many have noticed that there's a decline in data quality, and that's something that we've observed as well. Generally speaking, as data volumes go up, quality does tend to go down unless you change the approach in how quality is being managed. And speaking with users of BOLD and people in the biodiversity domain using DNA barcoding, there's a sense of data overload. There's just so much data in terms of getting your hands on it and being able to process it and curate it. So that needs to be addressed, and there are emerging compliance requirements from DSI, digital sequence information, data residency, and reliability in a regulatory context. So we're looking to deal with those issues, or at least make some progress in dealing with them with BOLD 5. And so 6 objectives, I set out 6 objectives 2 years ago when the development of BOLD 5 started. The first and most important was to address the publication lag. One of the major complaints, concerns from funding agencies, because we need funding to do this work, is that much of the data was private. Traditionally, our community waits until we're ready to push out a paper before making the data public. And if we are to scale this work, it's important that we change that practice and make sure that data is available for everyone to use well in advance of that. We've made a shift to HTS-based barcoding. High throughput sequencing has changed everything we do, and we have to start to build processes around that. Improve bin performance. Bins are heavily dependent on today for dealing with dark taxa. Radically improve access to data. Improve sequence identification capabilities. BOLD has limited itself to CO1 for quite some time. And streamline and scale the generation of barcoding data. We have to be able to move it up an order of magnitude. So it started by restructuring BOLD. It became clear that BOLD needed to be an information hub for the barcoding community. And so with that, a new site was set up where we could provide users with access to authoritative materials, including documents, publications, historical information, lots of different data sources, as well as standards. Standards are becoming really important. So BOLD will become the home for standards as they get developed in this community, and we'll host those standards and help build communities around them, as well as templates and tools to make barcoding easier. So watch that space as more resources come online. BOLD has been split up into multiple applications. It was a monolith. It could not run on its own. So now there's a data portal with a focus on public data, a new ID engine, a media storage system that's focused purely on media, a workbench which used to be BOLD is now exclusively a workbench, and a brand new API. There's new functionality around a knowledge hub, which is a publication repository and a large language model like ChatGPT that has read all the publications, supporting inquiry of those documents. That's currently underway, so that you can inquiry the knowledge base for what primers work on this taxa. Has anyone done any work in this region? And so that's the sort of resource that the Knowledge Hub will start to capture, including a repository for protocols. So let me just go through these really quickly. But let me start first with the core of this new system, which is a data model, a new data model very similar to the Darwin Core, but it's the Barcode Core data model, version 1. It's based on the frictionless standard. It allows all of these systems to work together. It also allows everyone else in this room and around the world to build applications and dashboards on top of these resources, so that BOLD does not have to provide all interfaces and all tools. It's been in use for some time now and been iterated on. So for example, if you go to BOLD and go under data packages, you can download all of BOLD, every single public record in this format as a single file. Probably take you an hour to download. It's about 20 gigabytes.
but that's how seamless it should be to get access to this data. There should be no barriers to be able to build your own identification engine or your own filtered service. For more information on that, there's a publication available around BCDM, and it should be open access, but for some reason the journal has not made it open access, but it is available on the BOLD homepage. The data portal is unique in that it's designed to be API first. So it's built from the ground up for everyone to modify. It allows you to search for everything as was previously possible. It has a series of dashboards, including a national dashboard. So we're just going into the national dashboard for France now. And this is available under portal.boldsystems.org. And so when we launch the national dashboard for France, we can see in near real time what's going on in France, including, if you look, oh, I don't know if my mouse shows up over there. Oh, it sort of does. If you looked over there as it was passing, you could look at the growth of data by time, collecting activities, sequencing activity, as well as the composition of the data. So here we're going through a tree map of the barcodes that have been generated so that we can explore the data in France. And so this is going to be really helpful in doing things like gap analysis and to be able to refer people to a single source of truth for this. In addition, with a single click from that page, we could download all the data for France, which makes things really easy. And now we have the institutional dashboard for the museum, and we can see what kind of work was done there. And you'll see that the composition of taxa from the museum is different from the composition of France, because different institutions contribute differently. And we can access all the images, we can look at collecting activity, and coming back to, maybe when the delegation here comes back from French Guiana, we'll see a little blip in terms of the collecting activity that shows up for the institution. And we can drill down to individual records, access the sequences, including barcodes that can be printed and pinned along with the specimens, so you can have the barcode along with that. And so this portal makes it really easy to access large amounts of data. You can download 100,000 records in a matter of 10 seconds, or 1 million records in a little over a minute. And it's possible to do searches on this based on multiple criteria. France and Coleoptera will get you all the beetles that were collected in France. And the data model is based on the barcode core data model. So anyone can build R scripts or anything they want and be assured that the data model will be consistent from here on. In addition, to comply with new FAIR protocols, data sets are available. So it's possible to take a collection of records and make it publicly available under a DOI, allowing people to cite that data set. I didn't read that. And so this ends up being really powerful. But what's really unique about this is it's containerized. If we wanted to set up an instance of this here at the museum, we could. France could run its own mirror of this portal because it runs on a single server and allows this data to be served up. And then the interfaces could be modified in a French language, which ends up being really, really useful. The first mirror installation will be in Norway, but I expect that there'll be additional mirror installations. The barcode ID system is based on multiple methods now, and there's a nice onboarding interface that explains how it works. It runs in the cloud, supports CO1, ITS, RBCL, MAC-K, 28S, 18S, 12S, 16S. So we've opened up all the markers. And very soon, not yet, very soon there'll be an API access point for eDNA pipelines, because it's a real pain to have to take your data out and then push it into an ID engine. This is based on a classification engine, so it doesn't just give you top hits, it tells you what species it is, using an error model. So it addresses the error that's in the database,
And it's based on this paper that we put out, built on the PROTAX algorithm, which is out of a Finnish group, and we adapted it for high performance. And so here we can see classifications for each individual sequence. It's available now. It runs in multiple operating modes. You can put in 1,000 sequences if you're looking for species identification, 200 for genus, and 100 if you're looking for family or above. And so it can be set up for speed when needed. We have a digital media storage mechanism because of the massive rise in images. And this digital media storage system has to have functionality like subject isolation. As you can see over there, it'll isolate the two different specimens in a single well, which ends up being really important. It accepts landscape images from aerial drones, arrays of specimens. If we're pouring out a collection of specimens, it would be interesting to take photographs of light sheets and throw those in to the system. So there's lots of new opportunities for the system, and instrument files end up being no different from any other media. So trace files, FASTQ files, so there's a visual of a FASTQ file as a supporting read for a barcode that's built in. And so essentially the idea is that we can push in massive amounts of data, petabytes of data into this platform, and then annotate it independent of bold, allowing it to be hooked in where needed. So I can see eDNA samples being accompanied by environmental photographs of that eDNA location, along with annotation tools. This is something developed with a synthesis project here in France with Rodolphe Rougerie. But what's really exciting for me is integrating more and more AI. Currently we have a convolutional neural network that identifies things, insects taken on our Keyence microscope to order. But when we incorporate the more sophisticated transformer models, and here's a perfect example of a combination of a CLIP model plus a large language model. That's Dan Jansen, a well-known ecologist who does work in Costa Rica. And so feeding that into a CLIP model with a large language model supporting it, here's the description that comes out. A person in the image appears to be working on a standing desk and so on. The interesting thing is the identification of the evolutionary analysis book that's sitting right there, which demonstrate the detail that's possible with transformers today. So my plan is to start to use these models on images of dark taxa and to extract features from that so that we can start automatically generating simple but useful descriptions of these dark taxa. The next speaker, Liliana, and I have also been working on a niche modeling pipeline so that these dark taxa, along with these mini descriptions, will get distribution ranges and other information so that we can really lighten these dark taxa. 1 minute, all right, okay. This is when I don't speak English either. The workbench, the changes to the workbench, larger data sets, new analytical functionality, more rapid bin assignment. Key thing is we're adopting the catalog of life as a taxonomic backbone, and we are implementing verbatim taxonomic fields so that there's parallel taxonomy. This allows the old world taxonomy to sit alongside the new world taxonomy, which has been a major problem in BOLD for some time. We'll have the backbone, and then we'll be able to switch between the two. I'm just going to flip over to one section here. This is already available on BOLD, and I don't know if that's readable, but you can see that verbatim fields are there, and those are the fields that the user owns and changes, including taxonomy and geography. Whereas there's a second set of fields further up that address it. I'm going to touch on bins really very quickly, is that bins, yes, it's a species delimitation tool, but it ends up being really more than that and is central to a lot of things we do. Here's a good example in terms of data curation. 3 different specimens collected in 3 different locations, 3 different names. Single bin highlights this issue, and
Now there's only one name associated with that. This is a biocontrol story. Unfortunately, I don't have time to go over it. Rodolphe and I just, before the pandemic, we sat down and looked at just his favorite group, Saturnids, and I would say favorite group, yes, and looked at the relationship between species and bins in some difficult genera. And we find is that mixtures are abundant. So there are cases of bins that are being shared across multiple taxa, which then are shared across other taxa, which share other bins. There's a lot of noise that we don't see. And so we were playing around with this functionality, and so Copaxa is a difficult genus. We generated this graph over on the left, which had this mess. Rodolphe went home, and the next day, not all problems were solved, but being able to look at it through this perspective, dramatic improvement. So there are new tools that are coming out that are going to help with curation because we need accelerated. Yes, it's fine. Yes. I'll go 2 minutes over, if that's okay. Because we've got a large amount of data that we deal with, there's an R package that's available now called Bold Connector that allows you to build your own pipelines, retrieve data from Bold. It'll pull 1 million records in 2 minutes. It's available now. It has analytical tools integrated, data summarization tools available, exports. It's available now on the Bold Systems GitHub. The way it works is you log into your Bold account, you get your security key, you put your security key in your R package, and you have access to all your private data, which means you can generate your own pipelines that run within the Bold framework without having to export. And only now will I start on mBrave, but I'll be super fast on this. mBrave has not received the same treatment. It's currently version 1, but it's about using the reference libraries that are in Bold. It works with Bold, and we know the power of being able to do metabarcoding. I think everyone knows how metabarcoding works. mBrave tries not to be a black box. Tries, I'll say. Most metabarcoding pipelines are scripted, and you put something in, you get something out. So mBrave is about being visual, and what's more, the version 2, which is not out yet, allows for the similar approach of creating one's own dashboards while mBrave stores the data as well as the analysis metadata, and we're now developing community metadata standards so that we can start looking at interoperability. The other thing is making sure that we're instrument agnostic. I think everyone's seen the rise of nanopore. Being able to combine nanopore and Illumina data is really critical across studies so that we can add value. The version 1 pipeline is the obvious pipeline, dereplication, pre-clustering, identifications, OTUs. Version 2 will support multiple pipelines while still supporting graphical pipeline configuration. We really try to make it as easy as possible to employ. I'm going to skip over this, and this is my second last slide, so I don't need to be pushed off yet. So the metabarcoding result, community composition is really important, but what we're going to be doing with version 2 is creating a persistent OTU database so that OTUs can be compared across studies, and I think that's going to be a very important next step. Perfect example, we tested mBrave in Trondheim. I'll skip over this. Support for technical replicates, biological replicates, controls automatically built in, so you know when a run is problematic or it's successful. So we need red flags to come up very quickly. We can do beta diversity directly in the platform. Look at compositional variation. These are all figures that the system generates. Compositional variation across sites, across time. And mBrave 2.0 will hold all of this data. Now, how does that happen? I lied. This is the second last slide. Right now, as we speak, there's a very large storage array being installed in our data center, 1.5 petabytes, and this will serve as a data repository for the community. In addition, we're installing both a GPU array and a compute array, 1,000 cores, plus 163,000 CUDA cores for our AI pipeline. So we have the capacity to support this data
and this community for the next 5 years. My expectation is in 5 years, we will need more. So with that, I say thank you. Thank you very much, Sujeevan, for this amazing talk. We won't have time for questions, but I'm sure there will be a lot of discussion. We might take some later on, or we might talk less about lichens on the round table, so it's going to be fine. We take the next presenter on the stage, and I will switch back to French. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Lacoeuilhe et Liliana Ballestero, qui vont nous parler du référentiel, du début du référentiel national pour les données génétiques. On va effectivement faire cette présentation à deux voix. Donc je vais d'abord vous parler du contexte et des objectifs du référentiel national de séquences génétiques qu'on souhaite mettre en place. Et Liliana vous présentera la façon dont on compte s'y prendre et ce qu'on a déjà pu faire. Donc tout d'abord, pourquoi un référentiel? C'est vrai qu'on peut se poser la question puisqu'on parle depuis le début de ce colloque de nombreuses bases de références qui existent déjà. Mais on sait aussi que, donc, et on l'a fait le constat puisqu'on en parle depuis ces 2 jours, de l'usage du séquençage pour les inventaires et pour la surveillance de la biodiversité qui est en forte augmentation, ce qui implique aussi une augmentation des données génétiques produites et donc qui dit aussi une augmentation du coup de la gestion aussi de ces séquences qu'il faut organiser. Les séquences disponibles ne couvrent aujourd'hui pas l'ensemble des besoins, ça a aussi été souligné. Les marqueurs sont soit pas accessibles, soit manquants, tout simplement. Il faut aussi les produire parfois, encore. Et du coup, cela implique de nombreuses séquences qui sont aujourd'hui encore non assignées, on l'a aussi évoqué. Un troisième constat, c'est que les séquences génomiques identifiées ne préjugent pas de la qualité de l'information associée. Or, on sait, on l'a dit, la qualité et la précision des assignations taxinomiques reposent notamment sur la qualité des séquences qu'on va utiliser. Et enfin, et un point important, plus l'analyse taxinomique est concentrée sur un périmètre géographique donné, plus l'assignation peut être fiable. D'où l'intérêt d'une base nationale et d'inclure aussi, qui va aussi inclure les diversités génétiques locales. Si j'illustre ce que je viens de vous dire à l'instant, là vous avez donc une succession d'étapes pour obtenir un résultat à partir du Metabarcoding de l'ADN environnemental. Cette succession d'étapes, si par exemple on prend l'étape de l'amplification de l'ADN, on sait qu'il y a une variabilité de marqueurs qui peuvent être utilisés en fonction des taxons que vous voulez étudier. Et là, il y a une importance vraiment cruciale d'utiliser les marqueurs adaptés pour la distinction des taxa que vous souhaitez étudier. Donc ça, c'est un premier point. Un autre point, c'est ces fameuses bases de référence qu'on utilise. Ça a déjà été dit lors de ces 2 jours, au sein d'un même établissement, une même institution, parfois chacun va utiliser sa propre base de référence. Je crois que ça a été dit, les bases un petit peu artisanales. Chacun va pouvoir avoir sa base de référence et parfois qui ne sont pas partagées. Et ces bases de référence, elles contiennent parfois, ces bases de référence internationales voilà, qu'on peut avoir à disposition, parfois certaines peuvent avoir des séquences qui ne sont pas associées à des spécimens en collection, qui ne sont pas associés à des spécimens de référence, et certaines aussi peuvent malheureusement comporter des erreurs, ça a aussi été évoqué. Et tout ça, ça implique un certain nombre de risques, et non des moindres, puisque ça implique des erreurs d'assignation parfois, de la non-assignation, et aussi de la non-détection. Il y a aussi un contexte politique et stratégique qui a été évoqué lors de ces 2 jours de colloque, je vais passer rapidement. Dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité, il est mentionné un grand inventaire de la biodiversité qui s'appuie sur l'ADN, et notamment sur l'ADN environnemental. Le déploiement globalement de l'utilisation de l'ADN environnemental dans l'inventaire et le suivi et la surveillance de la biodiversité. Dans le cadre aussi de France Nation Verte, dans sa feuille de route numérique, il est mentionné les données ADN aussi comme un point essentiel pour avancer et suivre cette feuille de route. Il y a de nombreux projets, beaucoup ont été présentés, il y a Bioscan France qui a été largement évoqué, il y a aussi le plan national des pollinisateurs et bien d'autres. Tout ce contexte montre qu'il y a vraiment un enjeu fort de structurer ces séquences de référence. Et donc on a fait le constat qu'il fallait donc rendre accessibles publiquement des séquences génétiques de référence, et pas n'importe lesquelles, du coup des séquences qui soient vérifiées et fiables, mises en correspondance avec des spécimens identifiés à l'espèce, des séquences qui soient révisables, qu'elles soient associées à un référentiel taxonomique à jour, donc en l'occurrence en France nous avons TaxRef, que vous connaissez bien,
et qui s'inscrivent aussi dans un paysage existant. Donc le paysage existant, c'est notamment en lien avec les collections, un paysage existant national et international. Cela pour tous les taxons présents en France et en Outre-mer, et pour lesquels nous devons réaliser une veille. Et une veille, quand je dis une veille, c'est notamment, je pense aux espèces exotiques envahissantes, je pense aux espèces non invasives. Voilà, donc tout un ensemble d'espèces qui font l'objet de politiques publiques en priorité. Et donc notre objectif avec ce référentiel, c'est de faciliter l'accès aux séquences, évidemment, et surtout d'améliorer la qualité des données produites par les techniques moléculaires qui se déploient de plus en plus. Et cela aussi bien dans le contexte de travaux de recherche que pour l'appui aux politiques publiques. Et bien sûr, mutualiser les efforts de construction, de maintenance et d'alimentation des bases, car on sait qu'ils sont nombreux et chacun en fait ses efforts individuellement, mais là, il est temps de aussi partager le plus largement possible ces séquences, quand c'est possible. Alors, ce que n'est pas le référentiel national, c'est aussi un point important. Le référentiel national ne vise pas l'exhaustivité des marqueurs utilisés dans les travaux de recherche. Il n'a pas vocation à couvrir toutes les espèces du monde. Il n'est pas dédié à un projet particulier. Et il ne produit pas les séquences elles-mêmes, c'est-à-dire tout comme TaxRef ne produit pas les descriptions des nouvelles espèces. Et il ne remplacera pas BOLD, GenBank, ENA ou d'autres bases qui peuvent exister, ni les systèmes de production et gestion des séquences. Par contre, on essaiera de faire un maximum de liens avec toutes ces bases existantes. Et je vais laisser Liliana vous présenter la suite. Bon. Bonjour tout le monde. Je crois que je vais vous passer un tout petit peu ça. Bon, je vais vous présenter comment est-ce qu'on envisageait de créer ce référentiel. Ça a déjà commencé avec la création d'un groupe de travail qui a réuni tous les experts de biologie moléculaire, taxonomistes, écologues, bioinformaticiens et des responsables de collection de MNHN pour identifier les besoins qui justifiait la création d'un référentiel national sur la biodiversité, mais aussi évaluer les dispositifs existants pouvant y contribuer et proposer une préfiguration de comment ce référentiel va s'articuler. Et tout ça, c'est réuni dans un document que c'est la note de préfiguration, qui est en train de finalisation et qui sera diffusé d'ici au début de l'année, au début de l'année prochaine. Bon, un des éléments les plus importants pour un référentiel, c'est l'exactitude des données. Ça veut dire que les données correspondent à la réalité qu'ils représentent. Et ça, c'est très important parce que ça garantit la qualité intrinsèque et ce que constitue c'est la différence entre un référentiel et une simple base de données de séquences. Cela nécessite l'expertise pour valider l'identification de spécimens et une règle de qualité pour l'acquisition et la qualification des données. On a pensé, dans ce premier moment, d'utiliser le concept de Quality Remark de la Global Genomic Biodiversity Network, qui qualifie la séquence comme de qualité élevée, moyenne et basse, ou faible, pardon, en combinaison avec la nomenclature GenSec qui s'est publiée en 2013 et qui attribue un indice de 1 à 5 pour la séquence et en fonction de la fiabilité de l'identification taxonomique. Donc, avec ça en tête, notre collaborateur Olivier Cargomini a développé une première proposition concrète d'outils au POC fondée dans TaxRef et pour alimenter cet référentiel, qu'il s'agit de lier les séquences de DNA avec leur nom scientifique dans
d'un taxe REF, qui correspond à la taxe REF. Et comme ça fonctionne. Un expert va sélectionner le nom d'une espèce et ses synonymes, et l'outil va rechercher les séquences associées sur les portails publics de Bolt. Une fois les séquences sont récupérées, un indice de GenSec sera attribué automatiquement selon la complétude de voucher status au Bolt. Après, l'expert peut valider cette séquence et si elle décide de l'intégrer dans le référentiel, elle peut la prendre avec ce bouton-là de « Je prendre ». C'est possible aussi d'ajouter la séquence manuellement. Ce référentiel va se nourrir par des séquences et des groupes cibles et on va donner la priorité à des espèces enjeux pour les politiques publiques. Également, on va s'alimenter grâce à la séquence de références disponibles sur les bases de données nationales et internationales comme Bolt, ENA, United, et aussi par la contribution des projets comme Atlasie, les planètes revisitées, les ATBI et les Bioscan France. Mais surtout, cette initiative repose sur une collaboration essentielle. Elle nécessite l'engagement de chacun pour apporter des bénéfices à tous. Chacun de vous peut collaborer avec des données sur cette référentiel et vraiment on a besoin de vous. Ici, je voudrais souligner que cette initiative a commencé déjà en 2023 avec la mise en place del groupe de travail, la coopération entre différentes unités au sein de muséums, l'acquisition des ressources financières et la rédaction de la note de préfiguration. Cette année, l'époque a été développée et la note de préfiguration sera diffusée et en prise de poste de collection et lien à la séquence et spécimens de collection s'est pris. Et j'ai l'honneur d'avoir été recrutée comme la chef de projet qui va prendre la coordination de ce projet lundi prochain. Et j'ai comme mission de coordonner la mise en place de ce référentiel, d'accompagner le déploiement et l'encadrement d'une équipe de 3 personnes, dont 2 seront recrutées l'année prochaine. Je voudrais qu'il soit retenu qu'un référentiel national est en train d'être créé en lien avec les standards internationaux, que c'est un nouvel outil public en lien avec des systèmes d'information déjà existants, que c'est un service orienté vers tous les utilisateurs et qui ont vraiment besoin de tout vous pour que ça soit un succès. Et avec ça, je vous remercie et s'il y a des questions. Merci beaucoup à toutes les deux. On a le temps pour une toute petite question. S'il n'y en a pas, on va du coup enchaîner. Il y aura une petite pause de toute façon pour discuter de tout ça. Merci encore. Je vais appeler du coup Anne-Sophie Archambeau, donc de Patrinat, qui va nous parler des travaux en cours et des travaux à venir au GBIF concernant les données ADN. Merci.
Eh bien, nous aussi, on va avoir besoin de vous, en fait. Je peux commencer par là. Je dis tout de suite, alors moi, je ne suis pas du tout, comparé à vous tous ici, pas du tout spécialiste de ce type de données, mais donc le GBIF travaille dessus. Et c'est pour ça que les diapos que je vais vous présenter, elles sont surtout été faites par Tobias Froslev, qui est la personne au secrétariat du GBIF à Copenhague, qui est programme officer pour le support scientifique pour ce type de données. Voilà. Et alors, juste pour bref rappel, le GBIF, il a vraiment, comme vous le savez, pour but de donner accès aux données primaires de biodiversité pour qu'ensuite elles soient réutilisées pour la recherche et les politiques publiques. Et a priori, il y a plusieurs types de données, spécimens d'observation, littérature, télédétection et bien sûr, ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'ADN. Et le but, c'est, avec les standards et les logiciels de publication de l'IPT, de les mettre à disposition de tout le monde pour qu'elles soient ensuite réutilisées. Actuellement, il y a 3 milliards de données partagées au sein du GBIF et il y en a à peu près 60 millions sur des données dérivées d'ADN. Alors, on verra tout à l'heure qu'en fait, c'est pas tant que ça et que l'idée, c'est que ça augmente. Voilà. Pour l'instant, a priori, comme vous le savez, il y a des données qui viennent soit côté spécimen, code barre, soit du Metabarcoding. On a les deux. Je vais passer vite parce que je pense qu'avec les 2 jours, là, on a bien parlé de tout ça. Et donc, ça a commencé depuis 2014, en fait, qu'il y a des données d'ADN dans le GBIF. Ça avait commencé avec la publication de GenBank, du lien avec l'INSDC, qui a été publié en 2014. Et il y a eu un pipeline créé entre les deux, entre GBIF et l'INSD, qui est spécifique à ce jeu de données. Il y a eu BOLD aussi, bien sûr, notre collègue en a beaucoup parlé tout à l'heure. Et donc, il y a un lien, effectivement, et régulièrement, le GBIF remet à jour les liens avec BOLD. Et puis, il y a aussi des jeux de données qui viennent d'un peu partout, de tous les pays, où il y a même des compagnies privées qui commencent à partager des données via le GBIF. Et côté Metabarcoding, il y a aussi, ça c'est arrivé en 2019, il y a eu la connexion avec Magnify, qui a aussi un pipeline spécifique entre Magnify et GBIF. Et il y a aussi des données d'infrastructure, par exemple, il y a un portail suédois sur les données de séquences en Plicon qui est connecté aussi au GBIF, aussi des compagnies. Et il y a plein aussi de projets de recherche, de datasets qui viennent des labos de recherche, de politiques publiques aussi, bien sûr. Voilà. Et évidemment, il y a des données françaises qui passent parfois par... des fois, ça arrive aussi par iVol ou par Magnify. Par exemple, il y a les données de Tara Océan qui arrivent via Magnify dans le GBIF. Mais il y a aussi des données de l'INRAE, du Muséum, de Patrinat, de Toulouse, qui arrivent directement au GBIF. Mais le constat, il était que finalement, ça fait une dizaine d'années que ça avait commencé, mais le constat avait été fait que finalement, c'était pas vraiment le type de données qui arrivait le plus au GBIF. Et donc, le secrétariat s'est dit, il faudrait faire quelque chose. Et ils ont publié un guide de bonnes pratiques, en fait, pour faciliter la publication des données dérivées d'ADN sur les plateformes de biodiversité. GBIF, évidemment, en priorité, mais pas forcément. Ça peut être sur n'importe quelle plateforme de biodiversité. Et ce guide, il y a eu une première version en 2021. Il a été fait avec les réseaux Elixir, iVol, Tadwix, GGBN, enfin en partenariat avec les réseaux qui travaillaient sur ce domaine-là, avec Cobis aussi. Et en 2023, il y a eu une nouvelle mise à jour avec justement un exemple fait par Obis sur des données marines. Et on a traduit en français le guide, mais la traduction il va falloir qu'on revienne dessus, parce qu'elle n'est pas top. Mais bon, voilà. Et donc ça permet après d'aller au GBIF. Mais voilà, donc en 2023, et malgré ce guide de publication qui est sorti en 2021, on trouvait que ça boostait toujours pas énormément, donc on s'est dit, bon, il faut faire quelque chose encore plus. Et dans le cadre du data model du GBIF, qui est en train d'augmenter, enfin il y a de plus de types de données différentes qui vont entrer dans le GBIF. Il y en a un sur l'ADN qui est sorti, un use case sur les données d'ADN. Et donc il y a eu une grande enquête qui a été lancée début 2023,
auprès des nœuds GBIF et de la communauté. Donc, à l'époque, vous avez dû recevoir des mails pour y participer. L'idée, c'est de faire un nouveau modèle de publication basé sur les tables OTU. Et il y a eu un prototype sur un outil web pour standardiser les données et les visualiser. Et il y a eu des webinaires de présentation, des invitations, il y a eu des présentations au Tadwick aussi. Oui, bien sûr, c'est en lien avec le groupe du Tadwick qui va être fait, je pense qu'il y aura des liens entre les deux. Et puis voilà, enfin, on a commencé à partager de la documentation sur les outils, mais c'était encore, on va dire, c'était vraiment un début de test. Et là, ça a duré donc depuis début 2023. Et là, maintenant, suite à tous les retours qu'il y a eu de la communauté, le secrétariat a développé un projet pilote qui part, en fait, l'idée, c'est à partir ils sont partis des formats de table OTU et ASV, parce qu'ils ont considéré que c'était ça qui était utilisé le plus fréquemment par les chercheurs et les personnes qui travaillaient sur ce sujet. Et en gros, ils ont construit un outil qui permettait de ils ont construit un outil qui permettait de faire des mappings avec le Darwin Corre et avec le standard mix, et qui permettait aussi de faire le lien avec... Ah oui, j'ai oublié de dire, mais il y a aussi les bibliothèques de référence sont aussi connectées au GBIF, donc Unit, Bold, et puis d'autres encore. Et donc, en fait, l'outil, il permet ça, en fait, à partir des bases des tables OTU, ASV, de mapper les champs Darwin Corre et les standards mix. Et alors, c'est un outil qui ressemble à l'IPT pour ceux qui connaissent, l'IPT étant l'outil de publication du GBIF, mais c'est pas tout à fait, c'est proche, c'est un peu la même idée de mapping de champs et tout, mais c'est pas tout à fait le même outil. Et ensuite, ça permet d'être visible dans le GBIF. Et ce projet pilote, donc là maintenant, il est en ligne et il a été officiellement lancé en octobre lors du dernier conseil d'administration du GBIF. Et l'idée, c'était d'inviter les points nodaux qui le souhaitaient à participer à cette phase donc, de test qui va durer 1 an ou 2 à peu près. Et nous, on a engagé la France dans ce projet pilote. Et l'idée, là, donc, c'est maintenant... Le Metabarcoding Data Toolkit est en ligne, où je vous donne l'adresse. Vous pouvez le tester, il y a tout un guide pratique, il y a même des exemples de données. L'idée, c'est que justement, ce soit assez intuitif pour que vous puissiez vous en servir directement. Mais l'idée d'être dans le projet pilote et d'être testeur, c'est qu'il y aura justement des réunions tous les mois pour faire remonter en fait, le retour des utilisateurs. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que c'est facile? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, rajouter pour que ce soit encore mieux? Voilà, et donc on a décidé en France de participer à ça, notamment aussi parce qu'on en a parlé avec le GT-ADN là, qui est en cours avec l'OFB et le muséum. Et donc voilà. Et voilà. Et moi aussi, du coup, je vous invite à aller voir ce Metabarcoding Data Toolkit, à jouer avec et à nous faire tous les retours possibles. Comme ça, on les remonte au niveau du GBIF international. Voilà. Et bien sûr, le GBIF, sur tous ces sujets-là, il ne travaille pas tout seul, il travaille avec les réseaux existants. Et le but, c'est de continuer à faire ces liens avec les autres programmes, sachant évidemment que... il n'a pas vocation à refaire GenBank ou à refaire Bold, comme on disait tout à l'heure. Voilà. L'idée, c'est de travailler avec, mais pas de refaire ce qui est déjà fait. Voilà, voilà. Et je pense que je vais m'arrêter là. J'ai l'impression d'avoir été très vite, j'ai dû oublier des trucs. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup Anne-Sophie. On a du temps pour 2 petites questions. Et s'il n'y a pas de questions, du coup, il y en a une de Carlos. Ça ne m'arrange pas trop parce que je suis nulle. Oui, une petite question par rapport à la qualité des données, surtout les doublons, parce qu'on met en rapport tous ces bases de données, mais le risque est des doublons, de créer des doublons dans les analyses, en fait, comment filtrer ça? Et quelle est l'échelle du problème, en fait, de ces doublons Alors,
Alors, clairement, il y a des travaux qui sont faits sur les doublons pour dédoublonner. Normalement, il y a des identifiants uniques qui permettent de faire un peu de voir où sont les doublons. C'est clair, il en reste quand même, hein, on va pas, voilà. Mais je crois qu'ils avaient fait des tests sur certains jeux de données et ça arrivait des fois à max 3%. Merci encore, Anne-Sophie. Donc, avec notre dernière présentation. Et donc, on a un duo pour clôturer avec Yvan Le Bras du Muséum et Erwan Corre de l'IFB, tous les deux de Roscoff, qui vont nous parler... pas du tout. Non, mais c'est bon. Désolé. Qui vont nous parler donc de la communauté biodiversité au sein de l'IFB et du PNDB et de la génétique au croisement de ces deux institutions. Ouais. Donc, bonjour à tous. Donc là encore, pour terminer cette journée, on fera appel à votre bonne volonté d'ici quelques temps, d'ici quelques minutes. Donc on se présente, donc Erwan Corre, donc je suis ingénieur de recherche à la station biologique de Roscoff et je travaille au sein d'une infrastructure dont vous avez peut-être pas beaucoup parlé encore jusqu'à présent, qui s'appelle l'Institut français de biodiversité, n'importe quoi, l'Institut français de bioinformatique. J'avais bien commencé, j'ai fourché sur la fin, mais et qui s'intéresse également à des données de biodiversité. Et Yvan ? Et donc Yvan Le Bras, sur l'infrastructure pôle national des données de biodiversité, vous avez peut-être entendu un peu plus parler. Et donc l'idée, c'est de vous tenir au courant d'une initiative en fait de création d'une communauté, en fait d'une animation autour des données de biodiversité qui concernait ces deux infrastructures. Alors bon, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà bien au fait de l'intérêt et de la diversité, de la richesse qu'il y a à travailler autour des données de biodiversité, mais vous êtes aussi complètement conscience de la complexité en fait du paysage dans lequel on évolue, tant à la fois sur les acteurs, sur les données, sur les entrepôts auxquels on doit faire face. Et ce paysage, il est lié, bon, d'une part, à l'échelle nationale, ne serait-ce qu'à l'échelle nationale, la diversité des acteurs auxquels on s'adresse, hein, à la fois les pouvoirs publics qui mettent en œuvre les politiques publiques, les établissements publics de protection, de gestion ou de recherche auxquels, par exemple, on appartient l'un comme l'autre, ou les organisations non gouvernementales, les ONG, qui contribuent en fait également à la protection de la biodiversité, et puis également donc, des entreprises qui également s'investissent dans ces analyses. Quand on parle de données de biodiversité, c'est également une très grande hétérogénéité de données d'occurrence, données environnementales, données phénologiques, données socio-économiques, et ce qui nous intéresse plus particulièrement depuis 2 jours, des données génétiques, mais qui ne se limitent pas uniquement à des données de barcode ou de métabarcode, mais qui incluent désormais de manière un peu plus systématique des données de génomique, enfin à l'échelle de génome complet, donc d'organismes à l'échelle de génome complet, de métagénétique, de métagénomique ou encore de métaprotéomique ou encore de métamétabolomique qui se lance encore. Donc une complexité réellement de données ADN. Puis tout ça dans un contexte également un peu particulier puisque les données de recherche en biodiversité sont gérées par certains organismes, donc tels que le Pôle national de biodiversité au sein de l'IR-Data ou l'Institut français de bioinformatique sur des données plus en lien avec la génomique, des données de politique publique qui sont gérées également par d'autres organismes, et tout ça dans un écosystème qui se veut de plus en plus ouvert à l'ouverture de la donnée et à fournir aux scientifiques des centres de référence thématiques plus spécifiquement dédiés aux données de biologie et de santé ou aux données environnementales et de biodiversité, avec des contraintes assez fortes liées à la manière dont sont gérées ces données-là au sein des infrastructures de calcul et de stockage. Alors quand on regarde un peu ces graphes ici qui peuvent sembler un peu incompréhensibles, ça trace simplement un peu les environnements en termes d'infrastructures nationales de biologie et de santé pour l'IFB qui est à gauche. Donc l'ensemble des infrastructures avec lesquelles l'IFB est amené à un moment ou à un autre à interagir. Et sur la droite, là je laisserai peut-être un peu plus Yvan, mais on ne va pas rentrer dans le détail histoire de ne pas prendre trop de temps. Il s'agit là, cette fois-ci, des environnements au sein duquel, le PNDB est amené à interagir quand il s'agit de discuter avec les autres infrastructures en lien avec l'observation du système Terre et de l'environnement. Donc vous voyez une très très grande richesse d'instituts, d'environnements, de personnes
qui complexifie énormément le paysage pour un scientifique qui se lance dans ce type de projet, à savoir où vais-je mettre mes données, avec quel interlocuteur dois-je interagir, où puis-je trouver de l'information de référence, dans quelle base, etc. etc. Et l'idée donc de l'animation de cette communauté, c'est de fournir finalement un environnement, en tout cas un lieu, dans lequel on puisse discuter, mettre en place finalement des procédures, des protocoles qui puissent faciliter le travail des collègues et même des gestionnaires d'infrastructures. Alors, peut-être parce que vous nous connaissez peut-être un tout petit peu moins, je vais vous présenter très rapidement ce qu'est l'IFB. Donc l'IFB, c'est une infrastructure nationale en biologie et santé qui vise à soutenir la recherche en mettant à disposition des équipements, bon, évidemment à la pointe de la technologie, si on mettait quelque chose en place avec des vieilles machines, ça serait un petit peu dommage, mais en tout cas des services en bioinformatique, des méthodologies également, des développements. Et alors, le scope est quand même très très vaste, on vise à servir la totalité de la communauté dans les sciences de la vie et de la biologie, donc on essaye de couvrir l'ensemble de cette communauté. Alors ce qu'on met en place, évidemment, c'est des infrastructures numériques, des clusters, des clouds, on fait du développement logiciel, on déploie des logiciels, on fait de la gestion de données, on fait beaucoup de formation, d'accompagnement de nos collègues à la gestion de la donnée ou à l'analyse de la donnée. Et puis, bien sûr, on arrive en support avec des biologistes en tant que bioinformaticiens pour pouvoir traiter leurs données et pour pouvoir les accompagner. Alors, la particularité de l'IFB, c'est c'est une infrastructure qui est complètement décentralisée en France. Elle s'appuie sur à peu près 12 plateformes qui sont localisées à différents endroits en France, qui proposent donc plusieurs infrastructures de type cloud au cluster. Et la spécificité un peu de cette infrastructure, c'est qu'elle mutualise une task force d'ingénieurs qui partagent finalement de l'expertise, des développements et qui s'entraînent pour résoudre un certain nombre de problèmes et qui fait que quand vous demandez un environnement de calcul sur l'infrastructure de Roscoff que j'administre, vous allez vous retrouver dans une infrastructure tout à fait similaire à celle que vous aurez si vous vous connectez par exemple à Lille, à Rennes, à Nantes ou encore sur l'infrastructure IFB Corre. Donc on essaye d'harmoniser complètement nos usages pour permettre un accompagnement le plus optimum de nos utilisateurs. Alors tout ça, c'est des infrastructures, ça ne viendrait pas elles n'auraient pas de sens s'il n'y avait pas des projets autour de cela. Oui, déjà 5 minutes, mazette. Et un des projets qui pilote l'IFB, en tout cas qui va piloter l'IFB pour les 5 années à venir, c'est le PIA Modis Forelles qui vise à mettre en place un projet d'espace mutualisé de recherche pour les sciences du vivant. Je ne reviendrai pas dans le détail sur ces projets, mais ce qu'il faut retenir sur ces projets, c'est que pour les domaines d'application de ces projets vont s'illustrer au travers de use cases qui visent à exploiter les données d'imagerie, d'écologie marine, de santé, de microbiologie, d'agriculture et d'environnement. Et sur les problématiques agriculture, environnement et écologie marine, on a retrouvé tout de suite, au travers des données de génomique, des liens très forts avec le PNDB. Et je laisse la parole à Yvan. Et donc, qu'est-ce que le PNDB? Avec ma voix un peu cassée, désolé, et pourtant, je n'ai pas fait la Java hier soir, je n'étais pas parmi vous. Très rapidement, c'est une infrastructure qui est sur la feuille de route depuis 2018 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a été labellisée Centre de référence thématique en 2022 et qui est portée par 18 établissements et une fondation, la Fondation Recherche Biodiversité. Le PNDB représente aujourd'hui le 5e pôle de données d'une infrastructure qui s'appelle DataTerra et qui représente un hub pour et par les communautés de recherche au niveau de la biodiversité, en faisant très rapidement. Juste un petit mot sur DataTerra. L'idée d'intégrer DataTerra, ça permet d'avoir du coup le PNDB côté biodiversité qui va rejoindre ce qui se fait dans les autres systèmes ou compartiments du système Terre, à savoir la Terre solide, l'océan, là sur les surfaces continentales et la biodiversité. Et ça en lien avec des services transversaux qu'on peut avoir notamment sur la production et la mise à disposition de données satellitaires via le service Dynamis ou le stockage et l'entreposage de données de longue traîne via EasyData. Je passe assez vite, mais nous aussi, comme l'IFB, on a notre gros projet. Donc nous, il s'appelle Gaia Data, et très rapidement, l'idée, c'est de faire une infrastructure nationale distribuée, dédiée au couplage de données biodiversité, climat et système Terre. Je ne vais pas dans les détails, mais on pourra en reparler si vous voulez. Et pour revenir du coup aux réflexions qu'on a initiées avec Erwan sur cette communauté biodiversité, à l'interface entre bioinformatique et biodiversité entre guillemets, c'est de pouvoir travailler sur des choses qu'on a déjà développées ou qu'on est déjà en train de mettre en place et de voir qu'en fait il y a déjà de base des ensembles qui sont en commun dans et liés à différentes initiatives notamment internationales autour de la férisation des données, des métadonnées, autour de la cartographie de systèmes d'information à travers des approches de type FAIR par exemple, ou la mise en place de plans de gestion de données et l'accompagnement
des chercheurs autour de la création de plans de gestion de données et le développement d'outils pour faciliter la création de plans de gestion de données et autres. Et puis d'autres initiatives comme la RDA, la Research Data Alliance, auxquelles on est aussi associé souvent dans des groupes assez communs. Et puis deux initiatives un peu plateforme, l'une côté logiciel avec la plateforme Galaxy au niveau Europe et mondial, et puis la mise en place d'un cloud européen Open Science. Je ne vais pas dans le détail, mais on voit que de chaque côté, on avait nos petites spécificités, que ce soit nous, le focus métadonnées, avec le partage de données et la volonté de pouvoir contribuer aux systèmes internationaux comme le GBIF, Data One ou d'autres, et puis de mettre en place des guides pratiques de partage de données et métadonnées au niveau biodiversité. Là, au côté notamment Institut français de bioinformatique, on voit des focus sur l'aspect gestion des données métadonnées à travers le développement d'outils et la mise en place de pipelines pour pouvoir rejoindre des entrepôts de données internationaux, notamment en génomique. 3 minutes à l'aise. Donc c'était la slide qu'il fallait que je passe. Encore une fois, si on met nos activités de chaque côté, entre guillemets, d'une slide et qu'on regarde un peu les liens qu'on a déjà au niveau nationaux et européen, on voit qu'il y a des choses sur lesquelles on est en action commune à travers notamment l'infrastructure européenne Sire de bioinformatique, sur les aspects plus plateforme à travers Galaxy, sur les côtés plus communauté, on va dire, sur lesquels il y a un vrai sujet côté biodiversité et pas que sur les communautés agro-environnement, notamment avec l'INRAE, qui rejoint les problématiques qu'il y a dans le projet MUDIS for LS côté bioinformatique. Et interprojet ou initiatif, on voit que notre intégration et notre travail, notamment avec Rodolphe, sur l'aspect Barcode of Life, rejoint des problématiques de grands projets d'équipement comme le PEP Atlassi qui a été mentionné tout à l'heure, ou encore des liens qui sont directement à faire sur les aspects notamment marins, que ce soit via le MBRC et ce qui se fait dans Futurop sur la mise en place d'observatoires augmentés pour les socio-écosystèmes côtiers. Du coup, on enchaîne sur les actions en lien avec la communauté. On va essayer d'aller assez vite. Donc, c'est une communauté qui est toute jeune, enfin en tout cas, c'est un groupe d'animation qui est tout jeune. Il s'est réuni pour la première fois lors d'une action conjointe qui a été menée par Rodatis, le PNDB et l'IFB, donc à Roscoff au mois de mars de cette année, où pendant 2 jours, on a travaillé autour du traitement spécifique des données de bioinformatique pour la diversité. Tout ça, ça nous a permis un peu d'animer une communauté autour de la présentation d'outils, de méthodes, de travailler sur le circuit de la donnée, d'identifier 2 groupes de travail autour des méthodologies et de la coordination et des synergies. Et l'idée à terme, c'est finalement de continuer à animer cette communauté avec votre aide, hein, bien sûr, en ayant comme objectif finalement de ne pas réinventer la roue, mais de se calquer sur des choses qui existent déjà à l'échelle européenne. Et à l'échelle européenne, la communauté Biodiversité Elixir, elle se structure au sein d'une implementation study qui s'organise autour de work packages que vous voyez décrits ici, autour de la mise en place de plans de gestion de données, d'identification d'outils, de services, de communication autour de ces éléments et de mise en place de formation. Donc l'idée, c'est de travailler de manière synchronisée avec ce groupe qui travaille aussi bien sur des données de barcode que sur des données de génome et donc de pouvoir proposer finalement faire de la diffusion autour de ça. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait au sein du séminaire bioinformatique de l'Ifremer au mois de septembre et c'est ce qu'on vous propose de faire très prochainement dans 3-4 mois, maintenant dans 3 mois même, lors d'une prochaine réunion qu'on souhaite organiser le 24 et le 25 février prochain à l'Institut des systèmes complexes sur lequel on communiquera dans les tout prochains jours ou semaines. Nous vous remercions de votre attention.